Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier chapitre de nos modules avancés sur le rendu et le lighting pour Unreal Engine 5. Alors, pour revenir rapidement, là, ce premier module il va être un petit peu théorique, hein, puisqu'on va rentrer un peu dans la compréhension de ce que c'est le lighting surtout et le rendu surtout en temps réel. Et pour vous montrer un petit peu des exemples, après ce premier chapitre, on va essayer d'aller sur des exercices qui vont être d'abord sur du personnage, puis ensuite sur du décor extérieur et intérieur. Donc on va comme ça essayer de faire des petites séquences, comme je vous montrerai là à l'écran, où on va positionner des lumières en fait sur un personnage. Alors là c'est une créature, mais le nôtre sera humanoïde. Ensuite on passera par l'éclairage extérieur. On va essayer d'aller comme ça mettre en lumière un environnement directement dans Unreal Engine. On aura l'équivalent à l'extérieur, mais cette fois-ci sur une scène intérieure, donc plutôt avec une lumière entrante à l'intérieur d'un volume, où on va pouvoir plus travailler tout ce qui va être l'éclairage indirect, la gestion un petit peu de l'exposition, qui est un petit peu plus complexe quand on est à l'intérieur. Pour les cas extérieur comme intérieur, on verra aussi ce qu'on peut faire en termes de light scénario. Les light scénarios, ce sont des éléments qui nous permettent de préenregistrer en fait différents scénarios de lighting pour prendre une scène de jour, de nuit, au crépuscule. Et on ira aussi sur quelques bonus avec notamment par exemple un rendu de nuit ou encore un rendu sous l'eau comme vous pouvez le voir ici dans mon exemple. Donc ce premier petit cours, lui, il va vraiment être orienté sur qu'est-ce que c'est le lighting temps réel, et je vais rajouter et le rendu parce que c'est quand même important. Et là, il va falloir déjà commencer à poser une base. En 3D, on connaît le temps réel et on connaît le rendu offline. Donc qui est, c'est pas le temps réel en fait, hein, rendu offline. Alors on va dire plutôt real time en anglais et offline. Donc les grands moteurs que vous connaissez dans les catégories un peu offline, ça va être les choses comme Arnold, les choses comme Vray, comme Renderman, voilà, qui sont souvent les plus utilisés. Alors il y en a d'autres, hein, on les citera Octane, Maxwell, Cycle, voilà ça. Plus il y a de logiciels, plus évidemment on a des rendus, des moteurs de rendu qui existent. Et du côté des real-time, alors nous dans ce module on va beaucoup s'intéresser à Unreal Engine, mais évidemment on va aussi retrouver des choses comme Unity, CryEngine, comme Lumberyard, comme Godot, enfin voilà d'autres. Souvent en fait ils font un petit peu office de moteur de jeu parce que le petit historique, hein, le but c'est pas que cette vidéo soit trop longue, mais le petit historique c'est que les moteurs real-time ils étaient quand même globalement plutôt faits pour le jeu vidéo, hein, pendant 20 ans et plus, alors que les rendus offline ils étaient plutôt orientés pour le cinéma. Alors pourquoi avoir d'un côté une technologie et d'un côté une autre? La réponse est simple en fait. Sur le cinéma, quand vous calculez une frame, si vous avez envie, vous pouvez calculer 74 heures pour une frame, hein, une image. Alors ça vous fait des trucs plutôt pour le cinéma. Là on est sur le calibre des films un peu à la Transformers, comme Le Roi Lion, comme Avatar, où c'est des rendus qui sont souvent très très longs. Et si vous calculez bien, on a 24 images par seconde. Donc si vous faites 24 fois 74, vous êtes sur des trucs où pour une seconde du coup d'images. Je prends ma petite calculette parce que je ne suis pas aussi bon que ça en calcul mental. Vous avez 1700 heures de calcul. Bon, évidemment, c'est un petit peu. Voilà, 1700 heures pour une frame. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, tous les films font pas ça. Là, je sors un peu des chiffres de mon chapeau. Mais c'est des ordres de grandeur qui sont un petit peu connus, hein, sur des films pour le grand écran, où des fois vous allez avoir plusieurs milliers d'années de calcul pour faire un film, hein. Évidemment, ça a son poids en CO2, ça a son poids en facture d'électricité aussi pour les studios. Alors que de l'autre, pour une frame, oulala, je dis n'importe quoi, pour une seconde, je voulais marquer, voilà, pour une seconde. Alors que de l'autre côté, vous avez une contrainte, c'est que votre joueur, s'il est sur un jeu vidéo, il joue en direct. Donc vous allez avoir par exemple, en une seconde, 60 images. Donc en une seconde, vous devez calculer 60 images. Je vous laisse imaginer un petit peu la vitesse à laquelle il faut aller. Évidemment, dans l'histoire, les deux arbres technologiques, ils viennent des usages, hein. Les studios de jeux, notamment avec ID Software, ont commencé à inventer des technologies qui voilà, permettaient de construire des jeux. ID Software, alors c'est les papas de Doom, hein,
Et quand vous allez prendre des moteurs de rendu comme Source, par exemple Source Engine qui tourne sur Counter-Strike, Left 4 Dead et puis d'autres jeux qu'on connaît bien, en fait c'est un dérivé évolué dans les années du moteur de Doom, tout comme le moteur Unreal qui va être un dérivé du moteur de Doom, comme pour beaucoup d'autres, en fait on a vraiment un arbre technologique qui part de Doom et qui ensuite va nous faire les moteurs. Et si vous voulez, ces dernières années, on a eu quand même une petite convergence, notamment autour du moteur Unity et Unreal Engine, hein, les deux sont passés un petit peu par là, qui fait que de plus en plus de studios et de créateurs qui font de l'image fixe, enfin de l'image fixe ou de l'image animée pour le cinéma, pour la série, pour la cinématique, se mettent à utiliser Unreal ou Unity parce que justement, ou autre chose, hein, CryEngine, il y en a qui s'amusent à faire ça avec CryEngine, mais se mettent à utiliser globalement des technologies temps réel parce que en fait le niveau d'exigence en termes de qualité qu'ils veulent avoir est amplement suffisant sur ces moteurs au prix d'avoir plusieurs images par seconde, donc au prix de ne pas devoir calculer autant que ça pour avoir une belle frame à la fin. Bon, voilà, ça c'est la petite introduction, évidemment on pourrait développer plus, mais il faut comprendre qu'il y a deux arbres technologiques. Ensuite, pour continuer un petit peu voilà, notre histoire, forcément, chaque technologie va avoir un petit peu ses grands noms. Par exemple, dans le cas, alors c'est ces grands noms de features. Par exemple, dans le cas du real-time, on va parler de RTX. Vous avez déjà dû entendre ça sur les jeux, en opposition un petit peu au path tracing. C'est assez simple à comprendre en fait. Il faut imaginer que quand vous allez avoir une scène, là je vais prendre par exemple cette scène là en image fixe, et eh bien vous avez des lumières qui envoient, bon nous on voit dans la vraie vie c'est du photon, c'est voilà les photons viennent s'écraser au fond de notre rétine ou au fond du capteur d'une caméra et on découvre une image. Et eh bien en 3D évidemment ce ne sont pas des vrais photons, on a dû inventer un petit peu des subterfuges. Et ce qui va être important en fait, c'est que les moteurs, en fonction d'un peu la technologie qu'ils choisissent, ils vont pas calculer ces pseudo-photons de la même manière. Par exemple, dans le cas du path tracing, vous allez avoir les sources de lumière qui envoient des lignes, elles font des chemins. Ces lignes, elles rebondissent et elles reviennent vers la caméra. C'est pour ça qu'on dit que c'est du path tracing, c'est parce que ça fait un chemin entre la lumière et la caméra. Le ray tracing fonctionne un peu à l'envers. On va faire passer plutôt les rayons de la caméra pour retourner la lumière. Alors pourquoi faire ça? Parce que quand on est en temps réel, le RTX c'est plutôt une option pour le jeu vidéo. Vous ne pouvez pas calculer toute la scène avec une fidélité maximale, donc vous êtes obligé de trouver des subterfuges qui vont simplifier. Si les rayons partent de la caméra, ils vont du coup ignorer ce que la caméra ne voit pas. Et ça va permettre de simplifier le calcul. C'est pour ça que quand vous êtes sur le path tracing, vous avez des rendus qui sont très fidèles, très beaux, et très long, hein. Je vous montre par exemple dans mon portfolio, moi je vais faire un petit peu les deux, mais là par exemple vous voyez ça c'est du rendu path tracing, où pour faire juste cette image seule, je mets plusieurs heures de calcul parfois, alors que là l'image que vous voyez ici que j'ai fait avec Unreal, elle est instantanée, il n'y a pas de temps de calcul, j'appuie sur le bouton, l'image sort, il n'y a aucun temps de calcul, c'est en direct. Bon voilà, ça c'est pour un petit peu la chose, évidemment c'est pas extrêmement détaillé, mais il faut comprendre que le ray tracing et le path tracing c'est pas la même chose. Un moteur comme Unreal va savoir faire les deux, hein, mais dans de nombreux cas d'usage, on va plutôt être sur du RTX que sur du path tracing, puisque le logiciel il est surtout fait pour faire ça. Après, on va avoir d'autres méthodes de calcul qui vont être plus simples. Par exemple, vous allez avoir le baked lighting, vous allez avoir des choses comme le forward rendering. Alors, c'est des termes un petit peu barbares comme ça, mais globalement, vous voyez le baked lighting. Contrairement au RTX, vous avez des rayons qui partent de la caméra et qui vont interpréter. Là, vous voyez, quand j'ai une image comme ça, bah, je dois interpréter les réflexions, je dois interpréter les couleurs. Donc les surfaces, elles ont des matériaux avec des couleurs, ça rebondit. Et par exemple, une caisse rouge ici va influencer en fait la luminosité du mur, des choses comme ça. Eh bien, vous allez avoir dans certains cas pas la possibilité, même si on est en temps réel, de tout calculer à chaque image, parce que par exemple, je suis sur un device comme une Switch ou un device comme un téléphone. Et dans ce cas-là, vous allez avoir envie d'utiliser du baked lighting. Le principe, c'est que on va pré-calculer des lumières, c'est-à-dire qu'on va lancer un calcul qui en fait transforme les ombres et tout que vous voyez là en texture. Et du coup, au lieu de calculer physiquement un petit peu ou en volume une lumière qui envoie des rayons, et bien à la place, on va juste charger une texture dans la mémoire et ça va nous afficher des ombres. Alors voilà, ça c'est vraiment des technologies qui sont sur le jeu mobile. Honnêtement, sur Unreal 5,
ça a presque disparu. C'est très rare de voir des gens faire des scènes avec ça, à part quand vraiment ils sont sur cette industrie du jeu mobile ou de certaines plateformes. C'était plus dans les dernières années qu'on faisait ça, sur les Xbox 360 et tout. Maintenant, c'est vrai que ça a plutôt tendance à disparaître. Les jeux sont quand même plutôt souvent sur des systèmes de la lumière plutôt avancés. Et après, il y a des systèmes plus directs où en fait on n'a pas de ray tracing, on n'a pas d'éclairage baké. Alors ça, c'est vraiment plus. Là, je vais prendre un petit peu une scène que j'ai ici. On va voir hein, si j'essaie de charger un post-process volume. Alors évidemment, euh, hop, il n'y en a pas. Voilà, bravo à moi. Hop, je vais le charger. Je vous montre un petit peu ça. Vous voyez que là, hop, sur mon petit composant, qui va être un petit peu partout sur la scène. Je peux choisir, vous voyez dans Unreal, je peux choisir si je suis en path tracing, je peux choisir si je suis, par exemple dans mes rendering features ici, si je vais être pour mes réflexions, si je vais être avec Lumen, si je vais être avec du ray tracing, voilà, des choses comme ça. Vous avez vraiment, quand vous calculez une image, le contrôle. Vous pouvez dire par exemple que toutes les réflexions sont calculées en ray tracing, mais pas la global animation, qui est les éclairages indirects. Là, vous voyez, si j'enlève ici la global illumination de Lumen, ma scène a quand même pas du tout la même tête. C'est quand même beaucoup plus, c'est beaucoup moins satisfaisant à regarder. Mais voilà, bon, tout ça pour dire que les moteurs, il n'y a pas que le ray tracing qui existe et le path tracing et tout. Chaque moteur en fait va avoir ses propres systèmes de calcul des lumières et de rendu. Je rentrerai pas dans le détail, mais par exemple sur Unity, vous avez le HDRP, vous avez le, voilà, qui est un système de lumière assez avancé. Vous avez l'URP qui est plus simple. C'est vraiment très varié. Unreal Engine, il va avoir le RTX avec ou sans lumen. Hein, ça fait déjà deux choses. Hein, ici, hein, je vais les noter quand même parce que c'est bien de l'imprimer. Mais voilà, dans Unreal Engine, on va retrouver le système avec lumen, avec le RTX. On va retrouver le système path tracing. On va retrouver le système mobile aussi lorsque vous faites une application mobile qui va vous changer. En fait, il faut imaginer que quand vous choisissez ce genre de choses, les principaux éléments qui vont être impactés par ce que vous avez choisi, ça va être surtout les lumières, hop, et les matériaux. Voilà, parce que les matériaux, il y a des choses, quand vous faites par exemple du rendu mobile, c'est difficile d'aller avoir des matériaux complexes avec par exemple de la subsurface scattering. Vous savez, les subsurface scattering, c'est les effets avec la lumière qui passe sous la peau ou la lumière dans une bougie par exemple. Voilà, c'est des choses qui n'existent pas dans tous les systèmes de rendu. Pour continuer un petit peu à essayer d'entrer dans cette introduction, vous allez avoir des sigles vraiment importants en termes de vocabulaire comme PBR. PBR, ça veut dire Physical Based Renderer ou Physical Based Render, et c'est une sorte d'architecture qui va nous permettre de construire un peu toujours de la même manière les matériaux. Alors, pour qualifier un petit peu ce dont je suis en train de parler, en 3D, vous avez les textures, vous avez les matériaux et vous avez les shaders. Souvent, on confond matériaux et shaders. La différence entre un petit peu les deux, c'est que le shader, c'est une architecture qui va proposer, par exemple, des canaux. Là, quand je prends, je sais pas, je vais essayer de prendre un matériau dans Unreal. Vous voyez là, je le charge. Quand on regarde ça, on apprécie. Alors ici ouvert sur l'autre écran, voilà. Quand on regarde ça, on voit que mon shader, il a à disposition la base color, la métallique, le specular, le roughness. Alors si vous ne connaissez pas trop la 3D, ce sont tout simplement des canaux qui nous permettent de construire des matériaux. La rugosité, par exemple, ça sert à savoir si l'élément renvoie la lumière. Le spéculaire, c'est comment est-ce qu'il renvoie cette lumière. Le métallique, c'est est-ce que l'objet est en métal ou pas. Et vous regardez qu'en fait, je peux choisir un domaine. Donc, par exemple, là, j'ai une surface ici. Si je passe sur quelque chose qui va être transparent ou masqué, on voit que j'ai pas accès aux mêmes canaux ici. Bah ça, vous voyez, j'ai fait un changement au niveau du shader, ok. Donc les changements au niveau du shader affectent ce que vous pouvez faire dans le matériau. Vous pouvez avoir deux matériaux, par exemple du bois et du métal, qui sont sur le même shader.
Pourtant, le matériau de bois n'est pas un matériau de métal. Il faut bien comprendre ça. Le shader donne des possibilités de construction. Le matériau, c'est la construction que vous faites. Et dans ce matériau, vous allez avoir des choses comme par exemple les textures qui vont venir vous donner sous forme de pixels des informations. Voilà. Bon, ça c'est pour l'introduction. On aura le temps quand même d'avancer un petit peu plus en détail là-dedans. PBR, c'est un standard, comme je vous l'ai dit juste avant, et ça veut dire que certains paramètres comme la metalness, vous voyez, ça va être commun, pas que à Unreal. On va retrouver la metalness, par exemple, quand vous êtes dans Maya Arnold, vous avez de la metalness. Quand vous êtes dans la spécular, c'est pareil. Vous avez certains logiciels qui utilisent aussi une spécular. Donc c'est un peu les constructeurs logiciels qui à un moment se sont mis d'accord et ont dit ah bah quand même on va simplifier un peu les architectures de shader parce que bah, c'est embêtant quand même à chaque fois qu'on arrive sur un nouveau moteur de devoir tout réapprendre. Donc voilà. Donc ça c'est pour un peu qu'est-ce que c'est le PBR, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Pour conclure cette vidéo et passer à la suivante, on va parler aussi un tout petit peu d'optimisation et de draw call. Alors, quand vous voyez un rendu comme ça, en fait, votre carte graphique, elle doit charger tout ce qui est un petit peu, tout ce qui est à calculer, elle doit le charger dans la mémoire vidéo. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai actuellement une carte graphique sans publicité qui est une Radeon 7900 XT. Alors là, on voit que j'ai 20 Go de mémoire GPU dédiée. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous faites votre rendu, pour qu'il tourne en temps réel, c'est très important, vous avez envie de charger voilà, quand même des images qui sont d'une certaine qualité, qui sont belles, qui sont plus ou moins denses. Bah, ce petit trèfle là, ici, vous voyez qu'il a il est là, il existe, il a une géométrie, donc déjà il faut la charger, elle a un poids. Puis il a un matériau sur lui, et puis il faut le charger, ça a un poids aussi. Puis il a une texture, il faut la charger, elle a un poids. Quand je regarde un petit peu mes fichiers, ici, quand je vais dans un projet, par exemple là je vais prendre ce magnifique transpalette, ou c'est transpalette, je sais pas si c'est un transpalette, mais en tout cas c'est une palette. Vous voyez, quand je regarde son matériau ici, il y a des éléments qui sont chargés dessus. Par exemple là j'ai une super texture en 8K, incroyable, qui pèse son petit poids, hein, puisque si on va voir la ressource, hein, dans Unreal vous pouvez comme ça charger n'importe quel asset en faisant Show in Explorer, et ça va vous permettre de le voir dans Windows. Ma magnifique palette pèse 637 mégas, c'est un jeu PlayStation, bravo à nous. Donc voilà, faut vous dire que ce qui est chargé dans la mémoire vidéo, ça tout a un poids. Et c'est pour ça que si vous faites par exemple une scène qui a des milliers d'objets et que tous ces milliers d'objets, ils ont tous des textures différentes, et ben ça va charger parce que si je duplique ma palette, par exemple là je l'ai une deuxième fois ici, et ben la texture pour le moteur dans la VRAM elle est chargée qu'une seule fois. Donc c'est moins cher par exemple d'avoir deux fois cette palette que d'avoir une fois cette palette là et une fois une autre palette avec une autre texture. Voilà. Ça souvent c'est pas bien compris parce que quand on apprend à faire de l'optimisation, souvent on nous apprend oui il faut faire gaffe aux polygones, et puis on est là, on enlève des polygones sur les assets, etc. Mais en fait, ce qui compte, c'est le poids. C'est le poids des textures, c'est le nombre de textures. Et ça, il y a cette logique-là un peu dans tout. Genre sur les bones, par exemple, si vous avez un rig qui est très complexe avec beaucoup de bones, ça peut vous alourdir. Nous, dans ce module-là, on va essayer de voir des techniques. Par exemple, avec là, j'ai une texture qui est en 8K. C'est énorme 8K, hein, ça fait quasiment 700 mégas la palette. Et ben en fait, dans Unreal, on peut comme ça, on va le faire, hein, vous inquiétez pas, là c'est l'introduction, mais on va vite. Mais on peut ouvrir comme ça des listes de textures avec un outil qui s'appelle Property Matrix. Et donc, dans ce Property Matrix, on peut venir ici sélectionner plusieurs textures, taper maximum. Et par exemple, je peux leur dire, bah, hop là, toutes ces textures-là, elles n'existent plus en 8K. Maintenant, c'est du 4096. Hop. Déjà là, j'ai réduit. Il n'y a plus de texture en 8K. J'ai plus qu'à sauvegarder mes textures. On va essayer de pas crash. Et Unreal va faire le nécessaire pour réduire un petit peu la mémoire. Ok? Donc, il faut comprendre, le terme draw call, c'est tout ce qui est appelé au rendu. Et vous allez souvent en entendre parler quand on va parler d'optimisation. Voilà. Après, il restera d'autres choses qui sont plus liées à des modules de texturing, par exemple, mais on peut avoir plusieurs objets qui utilisent la même texture ou le même matériau. On peut avoir ce qu'on appelle des atlas. Les atlas, c'est quand on va ranger plusieurs textures sur justement plusieurs textures sur la même texture. Je sais que ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais au lieu d'avoir par exemple 4 textures de bois, en fait, vous avez qu'une seule grosse texture en bois qui est utilisée sur plusieurs objets sous forme d'atlas. Bon.
Voilà, sur ce, je pense qu'on va clôturer ce premier chapitre. N'hésitez pas à poser des questions. Et on va rentrer en matière avec du lighting et du rendu pur et dur. C'est parti.